Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les commandes de base pour la console sous Linux pour le terminal. Dans ce tuto, nous allons nous appuyer sur une version de Raspberry Pi OS, mais ces commandes marchent pour la plupart des distributions compatibles Debian, ainsi que même pour macOS. Malgré les nombreux efforts des systèmes d'exploitation sous Linux, où on peut effectuer de nombreuses tâches grâce à une interface graphique, il est encore nécessaire à l'heure actuelle de passer par la console pour effectuer des tâches, des scripts ou des commandes bien particulières. Je pense qu'il est nécessaire de connaître quand même les commandes de base sous Linux, donc je pense que ce tuto pour les débutants vous permettra d'avoir les connaissances de base pour appréhender le terminal sans trop de difficultés. Nous verrons des commandes de base de tous les jours en passant par la manipulation des fichiers, des dossiers, etc. ainsi que des commandes système. Alors on y va pour les commandes indispensables que tout le monde devrait connaître sous Linux. Je me retrouve donc sous Linux avec une version de Raspberry Pi OS et je vais tout simplement cliquer sur le terminal ici en haut. Donc pour le bien de la vidéo, je vous ai mis un fond blanc pour le terminal. Je pense que les textes se verront mieux car par défaut, vous le savez, le terminal a un fond noir. Une première commande, c'est apt-get update. C'est une commande très importante sous Linux qui permet tout simplement de mettre à jour la liste des fichiers sources. C'est-à-dire que l'instruction update va rechercher les mises à jour disponibles pour le système et les programmes installés en se basant sur les sources définies dans le fichier source.list. Vous voyez que je n'ai pas toutes les permissions, donc ça nous amène à la seconde commande qui est sudo su, qui nous permet une élévation des droits. On passe d'utilisateur pi à l'utilisateur root, donc à l'utilisateur admin, et là on a tous les droits. Si je retape la même commande, je n'aurai plus de problème de permission. apt-get update et là ça passe. Donc la seconde commande sudo su vous permet d'avoir tous les droits, d'avoir les droits admin. Faites très attention, c'est quand même très risqué. Si vous voulez rester un utilisateur normal, vous pouvez passer vos commandes en précédant la dite commande par sudo, par exemple sudo apt-get update. Ça vous permettra de faire votre commande avec les droits admin. Une autre commande apt-get-upgrade. Donc là, c'est différent de update. Cette fois-ci, la commande installe les mises à jour identifiées grâce à apt-update sans supprimer les paquets installés. C'est moins risqué car seuls les programmes déjà installés sont mis à jour. Dans ce même domaine, nous avons apt-get full-upgrade. Donc là, c'est un niveau au-dessus. Si jamais des paquets ou des programmes ont besoin de dépendance, elles l'installeront également. Cette commande est un peu plus destructive que les autres, donc faites attention, elle est beaucoup plus puissante. Avec Full Upgrade, vous obtiendrez toutes les dernières mises à jour sur votre système et même le noyau. Et la commande apt-get seulement upgrade est plus sûre car seulement les paquets installés sont traités. La commande clear permet d'effacer le terminal, comme ça on repart sur quelque chose de propre. Donc vous verrez dans le tuto, plusieurs fois, je taperai clear pour effacer le terminal. Date permet d'avoir la date et l'heure à l'instant T. Donc ça peut servir pour bien checker si le système est bien à l'heure et bien à jour. La commande touch permet entre autres de créer un fichier vide. Donc ici la syntaxe est touch et le nom. Donc par exemple touch test.txt. Ça va donc me créer un fichier vide test.txt à l'endroit où je me trouve, donc ici dans le répertoire pi qui est dans le répertoire home. Si je fais un ls, donc je liste tous les fichiers et dossiers du répertoire courant, je m'aperçois que j'ai bien un fichier test.txt que je viens de créer avec la commande touch. La commande touch permet également de modifier l'ordre d'attache, mais j'en parlerai pas ici. ls-l est plus puissant que ls, car cela permet en plus d'avoir la taille, les autorisations et la date de modification des fichiers et des dossiers. Si on rajoute a, donc ls-la, on a même les fichiers cachés du répertoire. Donc ls est une commande très importante, on s'en sert énormément pour lister tous les fichiers et dossiers du répertoire courant. Sur votre clavier, les flèches directionnelles haut et bas permettent de naviguer dans l'historique des commandes que l'on a tapées. Donc si vous faites flèche haut, on a la commande précédente.
Et je peux remonter comme ça très loin, ce qui nous évite de retaper des commandes si on a déjà tapé. Maintenant que j'ai un fichier vide qui a été créé, test.txt, je vais l'éditer avec la commande nano. Donc nano test.txt me permet d'ouvrir un éditeur de texte, donc là le fichier est bien vide, et de marquer ce que je veux dedans. Et pour l'enregistrer, il suffit de faire CTRL-X. CTRL-X ici, c'est-à-dire quitter. Et en faisant CTRL-X, il va me poser une question. Voulez-vous enregistrer? Donc oui ou non. Là, je fais oui. Et je retourne à l'invite de commande. Si je refais la commande nano test.txt, je me retrouve avec le fichier avec mon texte qui est bien tapé et qui a été bien enregistré. Je refais CTRL-X pour quitter. Donc là, il ne me pose pas de questions car je n'ai rien modifié. Par contre, si je fais cat test.txt, cela me permet d'afficher le contenu du fichier texte sans ouvrir l'éditeur de texte. Donc c'est très bien pour afficher un contenu ou pour rapidement checker justement le contenu d'un fichier sans ouvrir l'éditeur de texte. On va passer maintenant à la recherche de fichiers avec la commande find. Donc si je fais find test.txt, en fait il me retrouve le fichier test.txt dans le répertoire courant. S'il le trouve, il affiche tout simplement le résultat test.txt. Toujours dans le répertoire courant, si je fais find point qui veut dire le répertoire courant, -size et plus par exemple, on va mettre 50 M, donc 50 mégas, il va me rechercher tous les fichiers du répertoire courant de plus de 50 mégas, il n'y en a pas, et de plus de 5 mégas, il y en a, notamment là un fichier PDF, le RPI Beginner Guide. Donc très pratique pour rechercher des fichiers par exemple selon la taille. Maintenant on va rechercher selon le type, donc je refais find, toujours point, -type, et ici je vais mettre f-iname, et entre guillemets, justement l'extension étoile, point, par exemple, PDF. Je ferme les guillemets, et donc ça me permet de rechercher tous les fichiers PDF du répertoire courant. On va faire la même chose avec les JPEG, donc je fais flèche haut, et ça permet de changer juste d'extension. JPEG, JPEG, j'en ai pas, car il me retourne aucune valeur. Idem avec les PNG, et là je trouve, là la recherche me trouve des fichiers PNG, donc ça fonctionne. Maintenant, plus intéressant, je vais dire de chercher sur tout le système. Donc ici, il suffit tout simplement de changer le point en barre oblique, en slash, et il va me chercher tous les fichiers depuis de 50 mégas dans tout le système, et là vous voyez que ça met plus de temps, car il va rechercher dans tout le système Linux, et là il me liste bien évidemment les fichiers qu'il a trouvés depuis de 50 mégas. Donc la seule différence c'était le slash et le point. Le point c'est dire répertoire courant, et le slash tout le système. Je vais faire la même chose avec les PNG dans tout le système, et là patatras, il trouve une ribambelle de fichiers PNG. Vous voyez comme c'est pratique d'avoir la flèche haut, ce qui permet de rappeler les commandes et de modifier ce que l'on veut. Un petit clear. On va passer maintenant à la navigation dans le répertoire. Je fais un petit ls pour lister les répertoires et fichiers du répertoire Pi. Et si je fais cd document, cd qui veut dire change directory, on va se rendre dans le dossier document du dossier Pi, du dossier courant. Si je fais cd point, ça me permet de remonter d'un cran, donc de revenir à Pi, et encore cd point, de revenir à home. Et encore cd point, de revenir au répertoire principal racine. Donc cd point permet de remonter dans la hiérarchie, et cd le chemin permet d'aller directement dans le dossier que vous voulez. Donc je peux faire répertoire par répertoire, ou carrément cd /home /pi /document, et ça va directement dans le dossier document de Pi et de home. La puissance de Linux, on peut utiliser l'étoile, par exemple cd docu, ça suffit pour aller dans le dossier document. Comme on est sur Linux, il faut bien respecter les majuscules. On s'attaque maintenant à la manipulation de fichiers. On va copier un fichier, donc ici j'ai mon test.txt, que l'on va dupliquer mais sous un autre nom, en faisant la commande cp pour copie, test.txt espace test2.txt. Il va me copier le fichier de texte sous un autre nom. Et si je fais un petit ls,
je liste tout, j'ai bien mon fichier test2 et test qui apparaît. Donc si je fais un cat test2.txt, j'ai bien le contenu du fichier texte, donc c'est bien une copie, c'est bien une duplication du fichier texte, car le fichier n'est pas vide. Si je fais un nano test2.txt et que je rajoute autre chose, par exemple ligne 2, CTRL-X pour sauvegarder et O, si je fais un cat test2, j'ai bien le contenu de mon fichier qui possède 2 lignes. Maintenant, on va copier le fichier texte, mais cette fois-ci dans le répertoire document. C'est toujours la même commande, cp test.txt document, c'est-à-dire la destination. Donc c'est cp source espace destination. Et si on va dans le dossier document, donc cd doc étoile, donc ça suffit sur Linux, un petit ls et j'ai bien mon fichier test.txt qui s'est copié dans le répertoire document. Et si je fais un cat test.txt, j'ai bien le contenu du fichier texte, donc c'est bien une duplication du fichier texte dans le dossier document. Et je garde toujours mon dossier test.txt dans le dossier pi. Par contre, si je fais mv test2.txt, qui veut dire move, cela va me déplacer mon fichier test2.txt du répertoire pi, donc là il a disparu, vers le répertoire document. Si je fais un cd document, cette fois-ci il apparaît ici, mon fichier test2.txt. Donc move déplace, c'est comme un coupé-collé, il me l'a déplacé du répertoire pi vers le répertoire document. Donc faites très attention. Après les fichiers, on s'attaque au dossier. Je vais créer un nouveau dossier avec la commande mkdir pour make directory, dossier test par exemple. Et ici, je viens de créer un dossier test dans le dossier courant, c'est-à-dire dans le dossier pi. Et si je copie mon fichier test.txt dans le dossier test que je viens de créer, je vais voir que je vais le retrouver. Donc je fais cd dossier, je me retrouve donc dans le dossier test, je fais un ls, je liste les fichiers et je vois bien que j'ai mon test.txt dedans. Donc la commande mkdir permet de créer un dossier, alors que la commande rm permet de supprimer un fichier. Si je fais rm test.txt et je fais ls, j'ai plus rien dans le dossier test. Je remonte d'un cran en faisant cd ... et rmdir permet de supprimer un dossier. Attention, il faut que le dossier soit vide, sinon il ne pourra pas le supprimer. Je fais ls et j'ai bien mon dossier qui a été supprimé, mon dossier de test. Donc mkdir pour créer un dossier, rmdir pour supprimer un dossier vide. Des commandes de base, reboot permet de redémarrer l'ordinateur, donc reboot ou sudo reboot si vous n'avez pas les droits. Power off permet de l'éteindre, donc d'éteindre votre ordinateur. La même commande avec shutdown-h now qui permet également de l'éteindre et d'arrêter le système. H veut dire alt. Et ça va l'arrêter immédiatement. Par contre, si vous faites shutdown-h et vous mettez l'heure que vous voulez, par exemple 10h30, ça l'arrêtera à 10h30. Donc c'est également une commande anodine mais très puissante pour arrêter un programme ou un script par exemple. cd / permet d'aller directement au répertoire racine. Voilà. Je suis bien ici au répertoire racine. Donc cd /. La commande ifconfig qui permet de configurer et d'afficher les informations des interfaces réseau IP de votre système avec inet qui est mon adresse IP, netmask qui est le masque de sous-réseau, l'adresse MAC ici, à côté d'Ether, ici pour ma carte réseau ETH0, qui est ma carte filaire. iwconfig est la même chose, mais cette fois-ci pour les interfaces sans fil. La fameuse commande ping qui permet justement de tester la connectivité réseau entre un hôte et un serveur ou un autre hôte. Si je fais ping espace google.fr, cela me permet donc de tester entre mon ordinateur et les serveurs de Google. Et CTRL-C permet de quitter le ping, de quitter et d'arrêter la manip. Et j'ai le récap de toutes les stats reçues, perdues, etc. wget, puis une URL, permet de télécharger un fichier depuis un site internet. Donc par exemple wget espace http://site.com/fichier-test.txt
va me télécharger le fichier test.txt dans le répertoire courant. La commande df disk free, donc df-h, permet d'avoir des détails sur l'espace libre sur les systèmes de fichiers qui sont montés. Pour avoir la quantité d'espace disponible, il faudra taper cette fois-ci df espace slash et ainsi vous aurez l'espace utilisé et l'espace disponible de la partition principale. Dev SD1 ici dans l'exemple. La commande history vous permet d'avoir toutes les commandes que vous avez tapées dans le terminal, classées par ordre décroissant. Donc ça peut être pratique pour voir toutes les commandes que vous avez tapées dans votre terminal. Donc la commande history. On continue en tapant la commande dpkg espace-get-sélection. Vous aurez tous les packages qui sont installés dans votre système et uniquement les packages installés. Donc une commande qui est également très pratique au quotidien pour voir les programmes, les applis qui sont installés sur votre système. Toujours dans les packages, avec la commande apt-get install et le nom d'un programme, par exemple ici VLC, il va m'installer le package VLC. Donc apt-get espace install espace le nom du programme. Et en faisant apt-get-remove et le nom du package, donc VLC, il me l'enlève. Ici, il me pose une question, êtes-vous sûr de vouloir l'enlever, etc., etc. On valide par oui, par O, et nous l'enlève. Donc deux commandes très importantes au quotidien, le apt-get install et le apt-get remove. La commande hostname vous affiche le nom de votre ordi sur le réseau, donc ici Raspberry, et hostname-i majuscule votre adresse IP, qu'on peut retrouver également dans ifconfig, commande que l'on a vue tout à l'heure. Commande ls usb permet d'afficher les infos relatives au bus USB et aux périphériques qui y sont connectés. Donc tous les périphériques USB connectés à votre système. La commande cat/proc/même info vous permet d'avoir des infos détaillées sur la mémoire à travers votre système. Donc toute la mémoire utilisée ou libre, dans l'exemple ici de votre Raspberry Pi ou de votre ordinateur sous Linux. Quant à la commande cat espace proc espace partition pluriel permet d'afficher l'espace disponible et le nombre de partitions de votre disque dur ou des cartes SD. Donc ici très intéressant également. Enfin dans la même lignée, la commande cat espace proc/version vous permet d'afficher la version du logiciel qui est installée, la version de votre OS. Pour se connecter en SSH grâce au client SSH qui est intégré, il suffit de taper SSH espace le nom d'utilisateur arrobase et l'adresse IP. Donc très simple également, qui a un client SSH qui est déjà intégré. La commande raspi-config vous permet d'accéder à l'utilitaire de configuration de votre Raspberry Pi. L'écran, les interfaces, la localisation, le clavier, le Wi-Fi, etc. Donc raspi-config. N'oubliez pas de faire sudo espace raspi-config si vous n'êtes pas avec l'utilisateur root, donc si vous n'avez pas tous les droits. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les commandes système que j'ai tapées. Si vous n'avez pas tous les droits, n'oubliez pas de taper sudo avant toutes vos commandes. On s'attaque au processus qui tourne en tapant PS, et en tapant PS, vous avez tous les processus qui tournent sur votre système. La commande kill suivie du PID vous permet de tuer les processus. Si je fais un kill 13, par exemple 15, donc 13-15, je viens de tuer la session super utilisateur, et vous voyez que je reviens en tant qu'utilisateur Pi, l'utilisateur sans super pouvoir. Donc je refais un PS et je vois bien que le process a bien été tué. Je refais un sudo su et si je refais PS, voilà, mon sudo est bien revenu dans les processus. La commande htop permet d'afficher un moniteur système propre au terminal. Donc très pratique également pour voir l'utilisation de la mémoire, du fichier swap et des éléments essentiels, ainsi que tous les processus qui tournent d'une manière, on va dire, plus graphique. Htop est également très utilisé au quotidien pour les fanats de Linux.
si je lance par exemple ici une calculatrice, je vois qu'elle est apparue dans les processus, calculator en vert, et si je vois un autre terminal, pour ne pas que je perde le htop, je vais faire un kill avec le PID de la calculatrice qui est 3189 et ça me tue bien ma calculatrice. Donc ça peut être très pratique également pour lister tous les processus et de rapidement faire des interventions grâce au terminal de manière presque graphique. Htop est également très pratique pour voir s'il n'y a pas un logiciel ou un process qui tourne en tâche de fond, genre un hacking, un virus, etc. PWD Print Working Directory vous affiche le chemin d'accès du répertoire actuel et la commande très puissante Tree vous affiche le contenu du dossier sous la manière d'un arbre avec les dossiers, les sous-dossiers et tous les fichiers. Donc une arborescence détaillée du contenu du dossier en cours. On s'attaque à crontab, au planificateur de tâches, qui permet donc d'exécuter des tâches de fond à de certaines heures en particulier ou à certains moments de la journée, du mois ou de la semaine. crontab-l permet de lister tous les fichiers crontab s'il en existe. Et crontab espace -e permet d'éditer le fichier crontab. Donc ici, je n'ai pas de fichier crontab par défaut. Par contre, si je fais -e, il me propose un éditeur par défaut. Je prends nano, donc je tape 1. Et cela donc me permet d'éditer mon fichier crontab. Je rappelle la commande crontab espace -e. Chaque ligne est en fait un programme que l'on veut lancer. Cela marche en deux parties. La première partie de la ligne est l'horodatage, c'est-à-dire quand est-ce qu'on veut exécuter le script ou le programme ou la commande. Et la seconde partie est le chemin du dit programme. La première partie est donc l'horodatage avec 5 parties. En partant de gauche à droite, minute, l'heure, le jour, c'est-à-dire le jour du mois, le mois et le jour de la semaine, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Espace et le chemin de mon programme, par exemple, qui se trouve dans pi, par exemple home/pi/mon programme. Donc la seconde partie est très simple, c'est tout simplement le chemin de mon programme. Mais la première partie est un peu plus complexe. On pourrait faire un tuto complet sur le planificateur de tâches, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc je vous montre des petits exemples. Si je mets par exemple 5, cela veut dire que le programme s'exécutera à la minute 5, donc toutes les heures à la minute 5, donc à 10h05, 11h05, midi 5, 14h05. Cette fois-ci, si je mets 0 à la première case, ça veut dire que le programme s'exécutera toutes les heures, donc à 1h, 2h, 3h, 4h, 17h, 18h. Je vous marque juste en bas la signification des 5 premières cases. Donc min, c'est pour les minutes, vous avez bien compris, donc soit 0 minutes, soit 5 minutes, comme on a vu dans les deux exemples. La seconde case est pour les heures, la troisième pour le jour, c'est-à-dire le 12 du mois, le 14 du mois, etc. La quatrième case, c'est le mois, c'est-à-dire de 1 à 12. Et jour, c'est le jour de la semaine, 1 correspondant à lundi et 7 à dimanche. C'est pas évident de saisir la première fois, mais une fois qu'on a bien maîtrisé, c'est un programme très puissant qui permet donc de lancer un programme quand on veut. Heureusement, il y a des commandes système comme @reboot qui permettent de lancer un programme à chaque redémarrage. Donc c'est des sortes de raccourcis pour ne pas se taper toute la programmation de l'horodatage. On a également @daily pour lancer un programme tous les jours. Là aussi, c'est intéressant. C'est également un raccourci, mais il y en a beaucoup d'autres. Un autre exemple, si pour la troisième case, je mets par exemple 15, ça voudra dire que le 15 du mois, le programme se lancera. Car je suis dans la troisième case qui correspond au jour du mois. Et si je mets 5 étoiles, étoile, 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 ça veut dire que le programme se lancera toutes les minutes. CTRL X pour quitter et non pour ne pas enregistrer. Et on va finir par la dernière commande qu'on a vue tout à l'heure, mais que je vais faire réellement maintenant devant vous. Car le tuto est maintenant terminé. Je tape shutdown-h now et le système va s'arrêter devant vos yeux pour vous prouver que la commande fonctionne. Voilà, ce tuto est terminé sur les commandes principales pour le terminal de Linux. En une vingtaine de minutes, bien sûr, on ne peut pas traiter toutes les commandes. Il faudrait des heures de tuto
pour approfondir toutes les commandes, mais j'ai voulu parcourir en fait les commandes principales et ceux qu'on utilisait au quotidien au jour le jour, en passant par des commandes système, des manipulations de fichiers, de répertoires, etc. Et en vous montrant des commandes sur les processus, des commandes réseau, des commandes vraiment pratiques, je répète, au quotidien. Pour pas que ce tuto dure trop longtemps, j'ai essayé donc d'enchaîner les commandes. Désolé si parfois vous sentiez que les commandes allaient trop vite, mais j'ai voulu enchaîner tout en prenant le temps bien sûr d'expliquer au minimum les différents types de commandes, mais cela permet de voir plus de commandes dans un temps un peu plus réduit. J'ai sûrement oublié des commandes, je vais sûrement en décevoir quelques-uns parmi vous, mais comme je le disais, je ne peux pas traiter toutes les commandes en une vingtaine de minutes. Et n'hésitez pas en commentaire d'apporter vos remarques à ce tuto. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.